Merci d'être avec nous, mon général. C'est vraiment un honneur de vous avoir ce dimanche midi sur Europe 1 pour Elliott de Vallée et vous. On est au 9e jour de guerre contre la République islamique en Iran. Quel regard, d'abord, porte le général sur ces 9 jours de guerre ? Alors, dans un premier temps, sans doute une grande efficacité à la fois israélienne et américaine dans la synchronisation de leurs attaques, dans leur capacité de frapper là où il fallait, finalement dans le maintien du rythme intense sur l'adversaire quel qu'il soit. Dans un premier temps, les Iraniens, dans un deuxième temps, le Hezbollah, et puis accessoirement quelques milices chiites en Irak, sinon les Houthis. Voilà, donc une synchronisation parfaite. Surtout une anticipation du conflit, puisque je pense que c'est les enseignements des 12 jours du mois de juin, où finalement, peut-être, c'est ce qui a été dit, que les munitions ont fini par manquer dans le combat et ont amené un certain calme au bout d'un moment, parce qu'on ne pouvait plus combattre à la même intensité. Là, ça fait des mois que les munitions arrivent, que les forces arrivent et que les Américains ont décidé en particulier d'y aller franchement. Alors on peut toujours débattre que Trump a été influencé par Netanyahou, peut-être. D'un autre côté, il y avait une opportunité, à mon avis militaire, d'affaiblir durablement l'Iran. Ça ne veut pas dire que la victoire sera au bout, parce que la victoire serait qu'il y ait un changement de régime, et là, on voit mal comment ça pourrait se faire aujourd'hui. Restons sur le terrain militaire avant d'aller sur le terrain du politique et du régime islamique iranien. Au 9e jour de guerre, on apprend que l'armée israélienne et l'armée américaine est entrée dans une nouvelle phase. Ils ont annoncé d'ailleurs que c'était la 2e phase, en frappant des centres pétroliers. Hier, 4 dépôts pétroliers au niveau de Téhéran. À quel point cette attaque-là, cette cible-là, peut mettre en difficulté l'armée iranienne, mon général? Je ne suis pas sûr que ça mette en difficulté l'armée iranienne, sauf si ça frappe des sites destinés à amener le carburant pour les missiles. Mmh. Si c'est du carburant normal, ça ne changera à mon avis pas grand-chose aujourd'hui. En revanche, nous sommes effectivement dans une nouvelle phase. D'abord, on constate que l'espace aérien appartient aux Américains et aux Israéliens et que rien ne peut les empêcher de frapper. Je ferai la remarque suivante, il n'y a pas un avion, à ma connaissance, américain ou israélien, qui a été abattu par les Iraniens. On ne voit pas non plus la flotte aérienne iranienne en vol. D'abord, elle est un peu obsolète, mais il y avait quelques avions modernes. Donc, au bilan, je dirais que les Américains et les Israéliens frappent là où ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent. Donc, on a première phase, c'est destruction autant que possible des sites de lanceurs de missiles. Ensuite, destruction de l'industrie d'armement là où elle a pu identifier. Maintenant, on passe à la phase, je dirais, infrastructure, peut-être je qualifierais de l'économie de guerre, pour entraver dans la durée l'Iran, en maintenant comme cette hypothèse que ça ne changera pas quelque chose, à mon avis, dans les jours qui viennent. En revanche, c'est un message peut-être fort vis-à-vis de la population civile. Et globalement, on a un façonnage de l'environnement, je dirais, géographique de l'Iran. On l'affaiblit durablement, jour après jour. Allons sur la riposte et on reste sur le terrain militaire, la riposte de l'armée du régime iranien. Hier, je recevais l'ambassadeur d'Israël en France qui a eu cette expression. Il me disait il y a une riposte hystérique de l'armée iranienne. Il s'avère que l'armée iranienne a frappé ses voisins. Il y a une quinzaine de pays qui ont été touchés par l'armée iranienne. Est-ce que, et ça c'est vraiment l'œil du général que vous êtes, vous y voyez une sorte de réponse kamikaze? C'est si on tombe, tout le monde doit tomber avec nous. C'est effectivement une hypothèse que je partageais au premier temps de la guerre. J'avais du mal à comprendre pourquoi l'Iran frappait des États arabes qui, mois après mois, avaient évité d'être impliqués dans le conflit d'une manière ou d'une autre, qui avaient interdit aux Américains d'utiliser leurs bases sur leur territoire. Donc pourquoi frapper ces pays arabes qui, justement, avaient essayé de développer des relations, entre guillemets, de bon voisinage? Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un objectif vraiment stratégique qui n'est pas uniquement une hystérie et une fuite en avant des gardiens de la Révolution, en quelque sorte. C'est aussi provoquer des pressions par les États arabes envers Trump pour l'inciter à moins poursuivre son attaque. C'est aussi perturber l'économie mondiale indirectement, parce qu'on va retomber sur le détroit d'Ormuz. Et puis, moi, je regardais les chiffres ce matin d'ISW concernant notamment le nombre de missiles qui étaient tombés sur les Émirats arabes unis, jour après jour.
Depuis 9 jours, vous avez 120 à 150 missiles par jour qui tombent sur les Émirats arabes unis. Bien sûr, 95% sont arrêtés. Mais néanmoins, c'est une énorme force de frappe. D'ailleurs, il y en a plus qui frappent les pays arabes aujourd'hui qu'Israël. C'est incroyable. Alors ça peut indiquer, même si on n'a pas vraiment de source fiable, que d'abord les capacités de frappe d'Israël par l'Iran sont limitées, et qu'en revanche, frapper les pays arabes du Golfe arabo-persique, c'est peut-être plus opportun au niveau stratégique pour obtenir une réaction. Voilà. Je disais, c'est incroyable au sens propre, comme au sens figuré. C'est-à-dire que cette doctrine-là, c'est aussi peut-être une manière. Et dites-moi, vraiment, c'est comme ça que je l'ai imaginé, mais très humblement, et c'est pour ça que j'ai vraiment besoin d'avoir votre expertise d'homme des armées, de général que vous êtes. C'est aussi un moyen de faire mal à des pays qui avaient le pétrole, le gaz, mais qui aussi tentaient de développer une autre image d'elles-mêmes, à savoir le tourisme. Et c'est des pays qui se sont jamais sentis en danger dans cette région-là. Et vous parlez des Émirats arabes unis, on pourrait parler d'Oman, du Koweït, du Qatar. Vous n'avez pas, comme en Israël, dans chaque bâtiment, des zones protégées, parce que la menace en Israël, elle est ancrée dans le quotidien des Israéliens. Et là, on est dans un bouleversement complet de cette région, mon général. Oui, tout à fait, d'autant si on prend les Émirats arabes unis, c'était aussi une manière pour les Iraniens de faire passer une partie de leur pétrole en contournant les sanctions. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc il y avait des accords, je dirais, officieux, ou accords, ou je dirais des arrangements officieux qui permettaient à l'Iran de se servir de ces pays arabes pour faire vivre leur économie. Voilà, donc ça j'ai du mal à comprendre. En revanche, déstabiliser complètement la région, et on revient un petit peu à cette réflexion de l'ambassadeur israélien. Oui, il y a une volonté peut-être maintenant de mettre le chaos. Enfin, mon hypothèse de départ, c'est le chaos. Plus il y aura de chaos, plus l'Iran a une chance de s'en sortir. Parce que de toute façon, sa seule arme efficace aujourd'hui, ce sont ses missiles et ses drones, ce qui est quand même pas mal, parce que les drones, c'est une vraie nuisance. Et le reste, qu'est-ce qu'il y a ? On ne verra pas les Américains aller du jour au lendemain, ou les Kurdes aller libérer le peuple iranien. Vous avez devancé ma prochaine question, mon général, puisque je voulais qu'on parle du rapport de force de cette nouvelle guerre, avec des drones qui sont utilisés, qui coûtent beaucoup moins cher, qui sont difficiles d'ailleurs de neutraliser, qui peuvent changer de direction à tout moment. Et on a les deux plus grandes armées du monde, l'armée américaine et je parle dans la matière de technologie, et l'armée israélienne en matière de renseignement, face à cette nouvelle guerre et ce rapport de force-là. Je voulais avoir votre analyse là-dessus.